Bonjour à tous, je m'appelle Emmanuel Beaurepaire. Il me revient le plaisir d'animer ce workshop Focus 6. Je suis journaliste de formation, je suis directeur des affaires publiques de l'agence Le Public System Hopscotch, ou Hopscotch Le Public System d'ailleurs maintenant. Et j'anime souvent des conférences et différentes interventions dans le domaine du développement durable sur différents sujets. J'ai le plaisir d'animer ce workshop, cet atelier, au cours duquel nous allons pouvoir échanger sur un sujet hautement d'actualité, évidemment, puisque l'idée, c'est de débattre sur le potentiel et le succès espéré, évidemment, de la COP21 qui aura lieu à la fin de l'année à Paris. Donc, pour échanger sur ce sujet, nous avons de prestigieux intervenants qui représentent différentes, on va dire, obédiences de la réflexion autour de la COP21. Tout d'abord, Madame Marie-Hélène Aubert, qui est la conseillère du président de la République et qui suit toutes ces questions sur le changement climatique et notamment les négociations, sujet ardu et difficile lorsqu'on voit les enjeux qui concernent de grands pays et où il faut faire avancer tout le monde dans le même sens. À sa gauche, Jean-Louis Borloo, ancien ministre de l'écologie et qui a créé depuis quelques années Énergie pour l'Afrique, le rôle central de l'Afrique étant également important au moment où vont s'ouvrir ces discussions et ces négociations. Le secteur de l'entreprise et ses différentes composantes est représenté par Anne Chassagnette, qui a en charge la responsabilité sociale et environnementale du groupe Engie, et également par... alors, on m'a enlevé la liste des intervenants, donc je vais prendre mes petites fiches, et par William Tessen, qui est directeur du développement d'EcoAct. Donc EcoAct, Monsieur Tessen, EcoAct nous expliquera tout à l'heure quel est son domaine d'intervention et quelle vision il a de ces questions. Et puis, Madame Drummond viendra nous donner une vision à la fois politique, mais également sociétale. Madame Drummond nous vient du Brésil, où elle a suivi beaucoup de réflexions, d'échanges, de discussions, de négociations sur ces questions du climat. Et puis on a un invité d'honneur et vous allez, si ce n'est pas déjà le cas, entendre beaucoup parler de lui dans les semaines qui viennent. C'est bien sûr Luc Jacquet, réalisateur, qui viendra prochainement présenter son film à l'ensemble du public et à l'ensemble des acteurs qui sont concernés par ces questions du climat, et à qui j'ai assigné un rôle un peu spécifique, c'est de servir de fil rouge pendant cette table ronde, afin qu'il nous livre un peu sa réaction en tant que citoyen, sa réaction en tant qu'artiste, quelqu'un qui capte les images, donc qui capte aussi les pensées et qui peut prendre un peu de recul par rapport aux contraintes auxquelles sont soumis à la fois les politiques, le secteur économique ou plus généralement la société civile. Merci à vous tous d'être nombreux à ce Focus 6, à ce workshop. Nous aurons à peu près 1 heure d'échange et à la suite de quoi vous aurez un temps d'1 demi-heure pour poser à l'ensemble des intervenants toutes les questions que vous souhaitez. Merci à tous. Je me tourne tout de suite vers Luc Jacquet. Alors, vous devez être, et plus la COP arrive, vous devez être de plus en plus sollicité au regard de votre investissement en temps et en passion et en intérêt autour de ces questions du climat. Avant votre film, on va y revenir, mais avant votre film, est-ce que ces questions climatiques, ça vous parlait déjà ?
Bah oui, comme tout un chacun, je respire. Et je pense que comme tout un chacun, je suis effectivement concerné par la qualité du monde dans lequel je vis et surtout par la qualité du monde que je vais transmettre à mes enfants et à nos enfants. Et à ce titre-là, je pense qu'effectivement, en tant qu'artiste, en tant que faiseur d'images, mais aussi en tant qu'ancien scientifique, pour moi, il est important de sensibiliser les gens autour de moi. Je représente le parti de ceux qui trépignent et qui disent bon, quand c'est qu'on change. Alors, votre film, La glace et l'eau, il sort... La glace et le ciel. La glace et le ciel. Ça sera le prochain. Il sera beaucoup. La glace et le ciel. Donc, il sort le 21 octobre, donc quelques semaines seulement avant l'ouverture de la COP 21. C'est un signe. Ben, c'est un signe, fait partie des divins hasards. C'est vrai que quand j'ai rencontré Claude Lorius, peut-être une petite mention à ce qu'est le film quand même pour qu'on comprenne. Ce film raconte la vie d'un grand scientifique français qui est un peu méconnu, qui a eu un prix extrêmement prestigieux qui s'appelle le prix Blue Planet, qui est l'équivalent du Nobel pour les sciences de l'environnement. Et quelle est la contribution de Claude Lorius à la science moderne? C'est lui qui est le premier, en analysant les glaces de l'Antarctique, c'est lui qui est le premier à prouver qu'il y avait une connexion directe entre le gaz à effet de serre et le climat, et surtout la connexion entre les gaz à effet de serre d'émissions anthropiques et le climat. Et donc ça a été le premier qui, il y a 30 ans, a tiré la sonnette d'alarme à travers en particulier trois papiers dans le magazine Nature, où il a commencé à dire, regardez, l'histoire du climat de la Terre, les archives du climat nous prédisent nous disent qu'il est en train de se passer quelque chose. Et donc ce film, effectivement, raconte l'histoire de cet homme, la tribulation de cet homme, qu'est-ce qui fait qu'un jeune scientifique qui part en Antarctique un peu par hasard en 1956 est capable à un moment donné d'attirer l'attention du monde entier sur des travaux qui sont des travaux majeurs et qui sont aujourd'hui le socle de tout ce dont on est en train de parler là. Quand j'ai rencontré Claude Lorius il y a 4 ans, je ne pouvais pas imaginer qu'on serait à la COP, enfin qu'on serait à la veille de la COP. Je pense que les choses se resserrent, on est dans un goulot d'étranglement. Je crois qu'on est face à aujourd'hui des changements qui nous attendent. Et je crois que cet effet d'opportunité, effectivement, c'est bien pour parler du film, mais je pense que c'est surtout bien pour essayer d'attirer la conscience de tout le monde sur ces sujets-là. Alors, dites-nous quelques mots sur la façon dont vous avez réalisé ce film, les conditions. Et effectivement, les conditions vous ont-elles confirmé dans ce que les scientifiques racontent depuis un certain nombre d'années? Beaucoup de choses dans ces questions. Quand vous êtes témoin aujourd'hui sur le terrain, vous n'avez pas la capacité de voir, parce que tout ce qu'on voit qui se passe sur le terrain, ce n'est rien d'autre que des phénomènes naturels. Si vous n'avez pas le recul de la science, la clairvoyance de la science, vous n'êtes pas capable de mettre ça en perspective. Il est toujours tombé des icebergs en Arctique ou en Antarctique, la banquise a toujours fondu, les glaciers ont toujours oscillé d'une certaine manière. Donc ça, c'est la science. Et c'est vraiment un projet qui, pour moi, est extrêmement important, dans le sens où c'est raconter la science au plus grand public. Je pense que ça, c'est quelque chose d'important. Et peut-être une mention à l'intention de ce film. Moi, je n'ai pas voulu faire une énième contribution au réchauffement climatique. Je crois qu'aujourd'hui, on sait, les scientifiques ont parfaitement documenté. Moi, j'ai voulu faire un film qui soit capable de toucher non les convaincus, mais les gens qui ne sont pas encore convaincus à travers une histoire humaine, pas des concepts. Les concepts, on les connaît déjà, ils nous fatiguent un peu, ils nous font même un petit peu peur. Et j'ai voulu raconter l'histoire de cet homme pour qu'on comprenne que ce dont on parle tous aujourd'hui vient d'abord d'un génie qui est le génie de l'envie d'entreprendre, de la créativité, de la capacité de se surpasser dans des conditions absolument effroyables. Et je voulais qu'on comprenne d'où viennent ces données. Et ces données, elles viennent d'un climat où on n'a vraiment pas envie de travailler. Et c'est vraiment ça qui était pour moi important de mettre en avant. Alors, il va y avoir la sortie de votre film. On espère un grand succès. Le contexte, on va dire, politique, de l'information, qui traitera évidemment de la conférence de la fin de l'année. Quel est votre espoir, finalement, après tout ça, quand on va basculer l'année prochaine? C'est qu'il reste quoi de tout ça? J'espère qu'il ne restera pas une immense déception. Moi, j'ai souvent en face de moi des jeunes. C'est une question qui est récurrente chez eux. Qu'est-ce qu'on va devenir? Qu'est-ce que ça représente tout ça? Qu'est-ce que ça veut dire plus 2, plus 3, plus 4 degrés? Ça, c'est concret. Ça, c'est des questions qui sont concrètes. On a eu plein d'exemples aujourd'hui. Il y a plein de gens qui s'investissent aujourd'hui sur ces questions-là. Je crois qu'on a tous le regard tourné vers les politiques. Un regard qui est extrêmement vigilant en disant « ne nous décevez pas ».
Parce que démobiliser aujourd'hui toute cette énergie de création, il y a plein d'artistes qui vont se mobiliser pour la COP21, il y a plein de manifestations, il y a un espoir. Je pense que là, on n'a plus le choix, on ne peut pas se permettre de désespérer ces gens-là, ça serait calamiteux, vraiment. Donc j'espère que les politiques, pardon pour le terme, génériques, seront à la hauteur de l'espoir qu'on met en eux. Voilà une excellente transition. Ce que je vous propose, c'est de revenir vers vous à la suite des différentes intervenants, des différentes interventions, afin que vous donniez un peu votre ressenti et justement voir si l'espoir que vous venez de mettre dans les politiques, dans les entreprises, dans la société, pourra se matérialiser à la fin de l'année. Alors avant justement d'échanger avec les représentants du monde politique, je voudrais juste vous rappeler quelques chiffres, mais juste pour refixer un peu les enjeux. Donc plus 0,85 degrés, c'est la hausse de la température entre 1880 et 2012. Plus 19 cm, c'est l'élévation du niveau des mers entre 1901 et 2010. Et moins 0,1, c'est la diminution du pH de l'eau depuis le début de l'ère industrielle, ce qui veut dire que l'océan se réchauffe, s'acidifie et évidemment perd de l'oxygène. Alors voilà pour le décor. Merci de nous avoir plongé directement dans ces sujets qui peuvent être à la fois des enjeux politiques et économiques, mais qui sont aussi des enjeux évidemment sociétaux, avec des impacts pour les générations futures très importants. Du 30 novembre au 11 décembre va se passer un événement très important à Paris, évidemment, c'est la COP21. C'est un événement très important parce qu'on va y discuter de sujets importants, qu'on y attend évidemment un accord, ou en tout cas des avancées fortes et notables. Et puis c'est aussi un événement très important parce que, en même temps que le film de Luc Jacquet, cet événement à Paris, même si les discussions auront lieu au Bourget, mais on est quand même dans la région parisienne, ça va avoir un impact sur les citoyens français et probablement sur la sensibilisation à ces questions climatiques. Alors, Marie-Hélène Aubert, vous suivez ces questions-là depuis très longtemps. Vous êtes évidemment très impliquée dans l'organisation de cette conférence. Lorsqu'on lit les articles sur la COP21, la première question qui se pose, c'est cette conférence internationale peut-elle déboucher sur un accord et sera-t-elle un succès? Oui. On l'espère tous. Oui, nous le voulons. Bon, c'est effectivement une question qu'on nous pose beaucoup. Êtes-vous optimiste? Êtes-vous pessimiste? Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, nous, on est à fond dans l'action, dans la préparation de cette grande conférence sur les deux plans, parce qu'il y a deux aspects. Il y a la négociation climatique elle-même, qui était une négociation diplomatique avec les représentants des États et des gouvernements, 196 parties. Alors on dit parties parce qu'il y a l'Union européenne dedans avec ses 28 membres. Ça fait du monde, ça fonctionne au consensus et il faut que tout le monde soit d'accord autour de la table. Donc vous mesurez l'enjeu. En tout cas, notre pays est pleinement investi. Le président de la République a fait le choix dès l'automne 2012 de proposer que la France soit le pays hôte de la COP21. Je ne suis pas sûre d'ailleurs que si la France n'avait pas proposé sa candidature, on en parlerait autant en ce moment, et c'est déjà une très bonne chose que tous ces débats aussi viennent enrichir quelque chose une trajectoire qu'on veut cohérente entre la question de la transition énergétique au niveau territorial et au niveau national, les enjeux européens. L'Union européenne est quand même l'entité qui négocie au sein de la Convention climat, et la nécessité d'avoir des politiques en matière d'énergie et de climat beaucoup plus fortes, beaucoup plus cohérentes, beaucoup plus intégrées au niveau européen, et puis enfin le niveau international. Et l'autre aspect, c'est l'organisation de l'événement lui-même. Alors, je vais pas faire la ménagère et les questions de logistique et de transport, mais c'est très important. C'est un événement hors pair que nous n'avons jamais organisé à cette échelle dans notre pays. Une conférence donc, qui dure 12 jours
On attend 35 à 40 000 personnes, des délégations officielles, des militants, des acteurs économiques et financiers, des élus locaux, des simples citoyens venus du monde entier. C'est quelque chose d'énorme. Ce dont je peux témoigner, c'est la formidable mobilisation de l'ensemble des acteurs, aussi bien de toutes les forces de notre pays. Au niveau institutionnel, les ministères sont pleinement impliqués, ils font un job incroyable, je peux vous l'assurer. Les équipes de négociateurs, ce sont souvent des jeunes, extrêmement valeureux, qui ne comptent pas leurs heures et leur temps pour participer à tous les groupes, et c'est difficile, c'est long, c'est parfois un travail fastidieux. Et puis il y a tout l'aspect organisation de l'événement, que l'on veut comme un événement éco-responsable le plus possible, que les délégations soient bien accueillies et que l'événement lui-même soit cohérent avec l'objectif à atteindre. Alors, qu'est-ce qui fera que ce sera un succès ? Alors, je pense aussi que ça dépend pour qui et l'interprétation qu'on en fait. En fait, il y a le résultat, je dirais, objectif pour les spécialistes, les experts qui diront on a avancé de temps dans la négociation, on n'est pas allé assez loin, tel pays a bloqué, voilà, il faut continuer. Bon. Mais il y a aussi la façon dont les médias et l'opinion et tout l'ensemble des acteurs de société vont percevoir cet événement et l'avancée de cette négociation qui est elle-même effectivement un texte assez complexe. Donc je crois qu'il nous faut réussir sur les deux plans. Il nous faut un accord universel, le plus ambitieux possible. Tout le monde aussi voit bien qu'on ne fera pas non plus des miracles extraordinaires. On ne va pas tout régler à Paris là, en décembre. Mais c'est la première fois qu'on se bat pour un accord qui inclut l'ensemble des pays de la planète, avec une mobilisation massive des acteurs de la société civile. Donc il faut réussir sur ces deux plans-là, sur le plan de la négociation elle-même et sur le plan de la dynamique qui est déjà à l'œuvre et qui doit continuer à croître, à être valorisée, mieux coordonnée, à créer des synergies, à pousser effectivement nos institutions, nos administrations qui sont formatées, mais comme tout le monde, comme nous tous, à vrai dire, qui sont formatées dans un modèle issu des 30 Glorieuses, je dirais, et qui est très ancré dans nos habitudes, dans nos modes de production et de consommation. Il faut réussir cette mutation. Donc je ne dirais pas que le plus important, pour paraphraser Lao Tse, c'est le chemin, parce qu'il nous faut des résultats. Mais c'est cette démarche aussi qui est très importante, c'est cette mise en mouvement dans l'ensemble de la société, de nos institutions. Tout cela aussi interpelle profondément nos démocraties, nos façons de prendre des décisions, la façon aussi dont nous savons rendre acceptables, compréhensibles les mesures qui doivent être prises pour faire face aux défis climatiques. Et la difficulté, c'est qu'on n'a plus 30 ans devant nous. Avant, on pouvait toujours dire on verra plus tard, on va faire des trajectoires 2030, 2050, 2080. Non, ce matin, s'est ouverte la grande conférence des scientifiques sur le climat, l'UNESCO, avec Jean Jouzel et les scientifiques que Luc Jacquet connaît bien. Et c'est le message d'emblée qu'ils ont passé. Il faut agir vite et en profondeur. Alors, quand on interroge les citoyens d'une façon générale, on peut dire qu'à propos de cette conférence, l'objectif, c'est de contenir le réchauffement au niveau de 2 degrés. Je crois que c'est l'objectif. Et l'accord, si accord il y a, sera autour de quelque chose autour de ça. En revanche, pour l'opinion publique, quel message renvoyer pour effectivement montrer 2 degrés, ça paraît, surtout dans ces périodes de forte chaleur, ça paraît pas grand-chose, et puis c'était en même temps énorme. Et justement, il y a un enjeu aussi de communication et de sensibilisation pour montrer aux gens à quel point 2 degrés c'est important, et que pendant plusieurs semaines, on va voir des discussions parfois difficiles entre différents acteurs pour arriver à ce gap de 2 degrés. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire collectivement pour effectivement montrer à quel point nous sommes tous impliqués là-dedans et que chacun a sa part de responsabilité ? Alors je pense qu'il faut qu'on arrive à montrer aussi la transversalité des sujets. C'est-à-dire qu'on
On ne résoudra pas la question des émissions de gaz à effet de serre et du climat uniquement via le carbone, la réduction du carbone, le bas carbone, même si c'est évidemment très très important puisque c'est la source essentielle de l'effet de serre. Hein. Mais cette question, elle touche à l'ensemble de nos modes de production et de consommation, de nos comportements de tous les jours. Hein. Et il nous faut mobiliser aussi nos concitoyens sur les enjeux de vie quotidienne. Par exemple, je prends l'exemple aussi des syndicats et des questions sociales et de travail dont on parle relativement peu encore dans le débat et il faut remédier à cela. Et eux sont très motivés et très sensibilisés à cette question parce qu'ils voient bien qu'il y a une mutation professionnelle aussi à réussir. Le changement climatique impacte les conditions de travail, impacte les activités économiques. Certains secteurs vont se développer, d'autres vont disparaître, d'autres vont se transformer. Donc tous ceux qui travaillent aussi dans les différents secteurs de l'économie ou de l'industrie sont conscients de cela. Et ils veulent aussi prendre leurs affaires en main, savoir comment ils vont évoluer, quel itinéraire on leur propose. Et c'est la responsabilité aussi, je crois, des pouvoirs publics de proposer un itinéraire pour cette mutation qui implique la loi sur la transition énergétique et tous ses développements, mais pas seulement, qui implique aussi la réforme territoriale et des prérogatives nouvelles données aux territoires et aux régions. C'est compliqué, c'est difficile, il y a des contradictions internes, des conflits, mais c'est dans ce sens-là qu'il faut aller. Donc tout est lié. Et l'enjeu aussi de représentation culturelle, mentale, sociale qu'on peut avoir d'une vie réussie individuellement, et pour une nation, qu'est-ce que c'est que la prospérité? Qu'est-ce que c'est que réussir sa vie? Et il faut constater que partout dans le monde, ça reste quand même le modèle, je dirais, l'American Way of Life, hein, qui reste quand même le Graal pour la plupart des pays de la planète. Or, nous savons que le fait que tous les habitants de la planète accèdent à ce modèle, à ce type de vie, est totalement illusoire et non souhaitable. Donc il faut que le monde aussi industrialisé occidental évolue considérablement et nous devons aussi permettre, aider les pays en développement, les pays émergents, eux qui ont soif légitimement de développement, de prospérité, de bien-être pour l'ensemble de leur population, qu'on propose évidemment, et d'abord eux, un modèle qui convienne à leur région, à leur culture, à leur histoire, et qui nous évite la case énergie fossile, grosse industrie, pollution, etc. Donc c'est un challenge considérable et qui est à la fois inquiétant, menaçant. Moi, c'est pas ma nature, donc je ne joue pas tellement sur la catastrophe et l'apocalypse, mais c'est un challenge aussi qui est extrêmement mobilisateur, motivant, quelles que soient les générations. Il y a une créativité en ce moment considérable dans tous les secteurs de la société, dont je trouve les médias parlent encore assez peu. J'espère que... Alors les réseaux sociaux en parlent, et il y a beaucoup de sites, d'outils de communication dédiés qui évoquent tout cela, mais dans les médias, ceux qui sont les plus écoutés, les plus regardés, c'est encore une petite musique... qui est un peu faible. On espère que ça va venir avec... Je pense que dès l'automne, il y aura beaucoup de choses. Il y aura une campagne aussi de communication, de sensibilisation du gouvernement sur le sujet. Et les médias aussi. Enfin, il y a beaucoup de choses qui vont se passer à l'automne et qui vont contribuer à cette mobilisation massive. Alors, je vais passer la parole à Jean-Louis Borloo, mais je vais revenir après vers vous parce que ça m'intéressait de savoir aussi quelle était un peu la feuille de route. Je crois que tous les États devaient établir leur feuille de route par rapport à cette conférence. Donc, j'aimerais qu'on s'attarde sur la... Alors, juste un point très rapidement pour faire le point là-dessus. Au jour d'aujourd'hui, il y a 45 pays qui ont déposé leur contribution nationale, comme on dit, leur plan d'action pour réduire leurs émissions et s'adapter au changement climatique. Et le 30 juin dernier, la Chine l'a fait, et c'est une étape très importante. Elle l'a faite d'ailleurs de la France, de l'Élysée, lors d'une rencontre du Premier ministre chinois avec le Président de la République et le Premier ministre. Donc on avance. Aujourd'hui, c'est à peu près 65% des émissions de gaz à effet de serre qui sont concernées par l'ensemble de ces plans. Mais on attend encore beaucoup d'autres contributions. Puis surtout, il faut les évaluer et voir comment on peut avoir avec ça une ambition la plus élevée possible.
Alors Jean-Louis Borloo, vous avez exercé différentes fonctions, notamment au ministère de l'écologie, où vous avez été en charge du Grenelle de l'environnement. Aujourd'hui, quel regard vous jetez sur cette évolution, cette prise de conscience, cette mobilisation? Vous exercez d'autres fonctions plus près du terrain et d'autres terrains, en tout cas que ceux de la France avec l'Afrique. Donc quel est le regard que vous jetez, celui d'un homme politique qui aurait dû, qui aurait pu, qui a fait ou qui n'a pas fait, et aujourd'hui de quelqu'un d'engagé sur le terrain? Comment vous voyez ça, vous, personnellement? D'abord, je ne vais pas parler de moi, ça n'a aucun intérêt. Je veux dire deux choses. D'abord, c'est bien que la France ait pris ce risque-là. Et dans ce qu'a dit Madame Aubert, la deuxième partie, c'est-à-dire comment tout ça va être vécu, est au moins aussi importante que la première. Il faut bien comprendre que beaucoup de choses nous échappent et que c'est quand même l'ambiance, c'est quand même la mentalité, c'est quand même la perception qui fait que dans les universités, dans les centres de recherche, dans les collectivités, bref, chez tous les acteurs, les choses évoluent. Tout n'est pas normatif. Et la façon dont les choses vont être commentées, je vais être un peu provocateur. C'est pas très important qu'il se passe quelque chose parce que c'est pas le lieu où doit se passer quelque chose. La vérité, c'est ça. C'est une blague. Tout ça est une formidable organisation médiatico-politique qui est néanmoins indispensable. Le disant, c'est pas une critique. Il faut juste pas se tromper d'outil. Ce n'est pas vrai. En réalité, dans cette... Pardon, sauf si c'était ma mère, je prendrais, mais sinon... Donc bravo au gouvernement d'avoir pris ce risque. Deuxièmement, nous voyons... On assiste... Je ne voulais pas le couper parce que... On assiste en ce moment à une convergence extraordinaire. On a sur quelques parties de la planète, l'Afrique évidemment, mais pas que l'Afrique, le Bangladesh et quelques autres endroits, on assiste en vrai à la catastrophe. C'est-à-dire qu'on assiste en vrai aux conséquences de l'avancée de la pauvreté classique, aggravée par le dérèglement et sous une information totale des populations. C'est-à-dire qu'avant, on pouvait être pauvre, crever, mais ça ne se savait pas, et eux, ils ne savaient pas de manière pertinente, sauf par la rumeur, qu'il y avait un ailleurs meilleur. Mais c'est fini, ça. Le plus grand événement de Copenhague à Paris, c'est 750 millions de portables en Afrique. C'est ça le véritable événement. Là, le désert a continué à progresser, la déforestation a continué, la nappe phréatique du Tchad n'est toujours pas à disposition pour faute d'énergie, le lac lui-même, etc., etc., etc. Mais en même temps, parce qu'on parle du dérèglement climatique, on parle de quoi? On parle de l'impossibilité de vivre, on parle du développement de la pauvreté, on parle de la violence, on parle des conflits, c'est ça dont on parle. Alors on a juste à côté de chez nous un continent qui morfle comme personne dans l'humanité, mais qui est un puits de carbone. Enfin, je voudrais rappeler que un Américain émet, en gros, 20 tonnes par habitant et par an. En gros, un Européen 10, la péninsule arabique 24, la Chine 6, comme la France d'ailleurs, il faut baisser la moyenne européenne, l'Inde moins d'une tonne, l'Afrique 180 kilos, mais à moins 1,8 tonne comme puits de carbone. Et on va quand même venir à une réunion où des gens vont nous dire, et ils vont nous dire, écoutez, vous êtes bien gentils avec toutes vos messes là, formidable, vous avez des concepts alors inclusifs, résilients, les responsabilités partagées mais différenciées, les trajectoires, bref, tout ça c'est vachement bien, mais enfin, juste que depuis 10 ans, nous on a continué à morfler. Notre société se désarticule,
Notre jeunesse qui a sur le portable la vision de l'ailleurs a pris le chemin vers la lumière. Alors la lumière de la Côte d'Azur africaine, c'est le Cap, c'est l'Afrique du Sud. Le jour de l'anniversaire de Zuma, il y a un mois, on était ensemble le dimanche matin, juste le temps de notre réunion, 62 morts. C'est-à-dire des Africains, des réfugiés climatiques, de la pauvreté, peu importe comment on l'appelle, descendant vers l'Afrique du Sud et chassés. Une déstabilisation de tous les pays africains. Un quart d'accès à la lumière, ça veut dire quoi? Ça veut dire une jeunesse qui part vers la lumière. C'est-à-dire qui part vers les capitales qui sont d'ailleurs en général nos anciens comptoirs, sont quand même en gros des ports. La partie de l'Afrique est éclairée au fond. Il fallait bien qu'il y ait de l'activité économique autour des ports. Et on va se réunir, on va continuer à avoir des grandes phrases très très compliquées avec un débat absolument passionnant. Est-ce qu'il faut que la tonne de CO2 soit unitaire ou différenciée selon les continents et les modèles économiques? Je veux dire, on est dingue. On est fou. Il me semble, moi, après avoir beaucoup compris l'échec ou connu, pour en arriver à des choses assez simples. Il y a les pays émetteurs et les pays qui souffrent. Je ne connais pas d'autre solution. Je ne connais pas d'autre que les pays émetteurs, au-delà d'un certain niveau, financent les conséquences des pays qui morflent. Je ne connais pas d'autre solution. Et je ne connais pas d'autre solution qu'un truc simple. Si tu émets au-delà d'un certain niveau, tu payes, mais tu ne commandes pas l'utilisation de ton argent. Tu payes simplement le service que l'autre rend à l'humanité. Et puis, lorsque tu es bénéficiaire, eh bien, tu dis à quoi ça sert. En l'occurrence, tu as une stratégie unique. Ça ne peut pas être dispersé. Il faut savoir quel est l'événement qui va créer vraiment l'évolution. Et il se trouve que pour une fois, coup de peau, l'accès au développement, l'accès à l'énergie renouvelable sont compatibles. C'est-à-dire qu'à Paris, dans un sommet ou une conférence qui est accueillie par un pays structuré, qui a des concepts, qui a des équipes, qui a une volonté, on est probablement au moment de parvenir au premier accord qui financera le drame que les pays subissent, Bangladesh, petites îles et Afrique, financé par les pays qui, alors on peut discuter du curseur, 7 tonnes, 8 tonnes, 9 tonnes par habitant, et ensuite un système de bonus-malus. Je suis convaincu que c'est le seul système vertueux. Au pire, s'il n'impacte pas beaucoup la réduction des émissions, il impactera considérablement le retour à la dignité d'un ou de deux continents. Alors, on reviendra vers vous tout à l'heure pour échanger sur d'autres thèmes. Je voudrais passer la parole à Madame Drummond. Vous avez une vision extérieure, mais une vision politique pour autant. Justement, quand vous entendez des responsables politiques échanger sur les enjeux, est-ce que vous considérez que les choses ont évolué? Je pense qu'il est ouvert. Voilà, ça marche. Donc, est-ce que vous êtes contente d'entendre ces propos, ces échanges qui montrent que quelque chose est en train de bouger? Oui, certainement. Je suis toujours contente de voir que quelque chose est en train de bouger. En revanche, je m'excuse, je travaille normalement en anglais, donc je vais faire mes premiers propos en anglais, mais sinon je suis très contente de débattre en français après. So, what will make COP21 a success? Some people, quite a few people in the NGO field and with whom I work, and with whom I have worked in the past in the think tank field, feel that for a successful summit, that it has to be legally binding, we have to have a carbon price, explicit carbon targets,
including domestic emissions only, excluding land use and land use change in forestry, and also agreeing on the 100 billion a year that the developed countries would be providing to underdeveloped ones. And that sets a really, really high bar for success in Paris. Because obviously there are divergent opinions and people are not going to be wanting to agree on the same thing always at the same time. However, in my view, the already secured INDC system, the intended nationally determined contribution system, means that the talks will end in success. The fact that that system has been put into place means that success is practically guaranteed, because the tension and the deadlock over the proposed emissions and the proposed agreements between richer countries and poorer countries, and the sort of the responsibility that's put upon the world, that has broken a bit, because states have been able to determine themselves what they're willing to do. Now, obviously, that comes with its problems, because that means that with the current pledges, looking at Climate Action Tracker, which is an NGO which looks at all of the pledges, all of the international carbon pledges for COP21 and the previous COPs, it shows that even if the current pledges are implemented in full, we're on track for a 3.1 degree rise in temperature. And supposing they're not implemented in full, if current trends continue, then the rise is from 3.9 to 5.2 degrees. None of those options are good options, obviously, since even a 2-degree rise is already the limit of what the world can achieve. So in a way, the INDC system would be considered a poor one, because it's the lowest possible bar. But at the same time, it means that countries are getting in there and starting to act. And a key point of the COP agreement will be that there will be a ratcheting up mechanism. And so this sort of lower common ambition can then grow potentially each year, potentially every 2 years, potentially every 5 years. There are divergent opinions on how that should be done, and some people think there ought to be a review and analysis more frequently for richer countries to raise ambition, and less frequently for poorer countries. And there are all sorts of different modalities looking at that, as well as people also are saying that full operational details of how these pledges are going to be put in place is absolutely fundamental. Because without that, it's very difficult for countries to trust one another. Because if the plan isn't put into place with the key steps, which each country is going to follow, then it becomes much, much harder for other countries looking at those pledges to believe that they're actually going to be implemented. But if you look at a concrete policy plan, which looks not only in the short term being 2025 to 2030, and the longer, deep decarbonisation pathways all the way to 2050 or 2070, then you've got something which states can actually get behind, and in turn that will sort of, in a manner of solidarity, each state will then increase its own ambition by looking at what the other is doing and is planning to do. This said, the COP structure, in a way I sort of agree with Jean-Louis Borloo. It's not exactly the point. The point is what will happen because of COP, and what will happen alongside COP, and what businesses will see, what private individuals will see, the infrastructure that will be enabled, and the accessory sort of state and commune level policies that will be unleashed. I mean, lots of people will consider that the uncreative approach to climate change is to wait only for an international agreement and to believe that that international agreement is the end of it. It's completely not. And we've seen that really recently with the
the bilateral action that has been led by the United States, who had for so long been a difficult partner in climate change issues. Je voulais juste vous poser une question. Vous avez suivi un certain nombre de travaux avant la conférence de Paris à venir. Est-ce que vous avez justement le sentiment, qui est visiblement partagé avec Jean-Louis Borloo et Madame Aubert, que la dynamique qui existe ici en France autour de cette COP21 est plus forte que ça a pu se faire dans d'autres États ou dans d'autres pays à d'autres moments, et que ça, on a une chance énorme de pouvoir transformer cette dynamique pour des résultats beaucoup plus concrets, beaucoup plus rapides et beaucoup plus efficaces? Yes, je pense que je reste en anglais. Pas de problème. I do think that there is perhaps slightly more dynamism in France because it's going to be Paris 2015, but not necessarily, because Rio Plus 20, even though some people felt it could have been better, still the world was there. There were advances. The Sustainable Development Goals came out of that, and all the eyes of the world in all areas, because of course, supposing, for example, a price were put upon carbon, that would completely affect the entire economy, the whole way that things function. But regardless of whether one is set or isn't, the fact that the intended nationally determined contributions, the INDCs, are put in place, it means that things are moving. So there is dynamism. It's not that there will be. But if I could just... What I see as a problem isn't the difficulty of diplomatic dialogue within COP21. I think that that's been doing remarkably well. What I see as a difficulty is policy coherence. And by that I don't mean sort of environmental and social policies within a particular structure. I mean sort of in the wider sense that we have COP21 going ahead, but at the same time there's this sort of Orwellian doublethink whereby society tries to maximize carbon, fossil fuel sources usage, and at the same time reduce CO2. And that you have an activist called Bill McKibben, who leads a campaign calling Keep It in the Ground, keep fossil fuels in the ground. And he argued that this disconnect between the people who are trying to solve the problem and the people who are causing the problem, he said it's like trying to, as if the gay rights movement had been led entirely by evangelical preachers, in the sense that we're trying to act against ourselves. We are causing the problems. Governments and individuals, we're all causing the problems, so we're trying to act against something that we are ourselves causing. And that is seen in key policies like the Transatlantic Trade and Investment Partnership, that's seen in subsidies to fossil fuel, that's seen in the allowances that the EU still gives to the emissions trading scheme to fossil fuel companies. And so you have really recently the EU is pushing to lift restrictions on US crude oil and liquefied gas exports in the TTIP. Yes, the EU is certainly a protagonist in environmental issues and is leading, was the second group to, country in a sense, to submit its views for its INDCs. But at the same time, you've got, I think it was the IMF, the IMF recently analyzed that there are $5.3 trillion of global subsidies to fossil fuel a year, which goes down to $10 million a minute. So while that's going on, those are the real issues that we have to tackle. Thank you. Merci beaucoup. Luc Jacquet, ces échanges entre les gens qui regardent la construction, on va dire, politique de ce type d'accord pour le bien-être de la planète, ça vous inspire quoi, finalement ? Là, c'est le biologiste qui prend le dessus, mais j'ai l'impression que c'est la première fois dans l'évolution de notre espèce
que justement, il faut qu'on prenne une décision qui intéresse l'espèce entière. C'est-à-dire qu'on n'est plus au niveau de la nation, on n'est plus au niveau de la région, de la tribu, du continent. Non, c'est l'espèce. Et je crois que le gros problème qu'on a aujourd'hui, c'est qui parle au nom de l'espèce. Et je crois que le problème fondamental, il est là, c'est-à-dire qu'on n'a pas de tradition, d'usage, d'outils politiques pour parler au nom de l'espèce. Jean-Louis Borloo citait de la déforestation. Il y a un moment, l'espèce en général a besoin de conserver l'arbre à un moment donné, sauf que le type qui est en train de crever la faim au pied de cet arbre, lui, il a besoin de couper cet arbre. Et qui arbitre au nom de ce qu'on pourrait appeler le bien commun. Et il y a un truc qui s'appelle le politique, qui s'appelle le responsable politique. Dans la démocratie, on élit des gens pour ça, pour justement arbitrer au nom du bien commun. Et fixer les règles. Et je crois que l'enjeu, il est là aujourd'hui. Alors, on a échangé sur les aspects un peu politiques. On verra tout à l'heure avec Madame Drummond aussi les attentes sociétales. J'aimerais qu'on se tourne vers les professionnels, les acteurs économiques, pour voir quelles solutions, puisqu'on a bien vu que dans l'évolution du monde, d'une façon générale, les secteurs professionnels avaient aussi une capacité à se réinventer et finalement à trouver des solutions. Alors, est-ce qu'il y a aujourd'hui des solutions? Est-ce que le train des solutions a démarré et s'accélère de telle sorte qu'on puisse atteindre les objectifs politiques? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors, Anne Chassagnette, vous êtes en charge chez Engie des questions de responsabilité sociétale et donc de développement durable. D'abord, une première question. Avoir la COP21 en France pour un acteur comme Engie, c'est quelque chose d'important. Comment vous voyez votre rôle en tant qu'acteur économique dans une grande conférence internationale? Oui, c'est un enjeu important pour nous parce que nous sommes une société historiquement franco-belge. Mais nous sommes aussi présents dans 70 pays dans le monde. Donc partout dans les pays dans le monde, il y a une transition énergétique. Elle est différente, on l'observe différemment dans les différents pays, mais chacun avance sur ces thématiques-là. Et on a besoin d'aller vers des solutions décarbonées, avec des paradigmes différents donc dans les pays en voie de développement, qui se développent, et les pays développés occidentaux. Donc c'est vraiment un sujet majeur pour nous. Alors les émissions de gaz à effet de serre, c'est composé à 60% de l'énergie. Donc c'est de manière générale, même si cette conférence n'avait pas lieu à Paris, elle serait importante pour nous. Et l'énergie a un rôle important à y jouer. Mais je pense que chacun a un rôle important à y jouer. Donc c'est important de réunir tous les différents acteurs. Nous, en tant que citoyens, en lien avec le politique, en tant que consommateurs dans nos choix de consommation, de ce qu'on mange, de nos transports, ce qu'on fait en termes de choix, de nos loisirs. Donc il faut qu'on soit chacun à nos niveaux conscient de ça. Je suis très heureuse que les entreprises aient pris conscience de ça. Et il y a vraiment une forte mobilisation qui s'est passée ces derniers temps, et c'est vraiment très positif. Parce que je pense que les industriels et le secteur économique en général, même financier, puisqu'il y a eu des déclarations de financiers récemment, a pris conscience qu'une catastrophe naturelle aboutirait à une catastrophe économique. Et donc qu'il faut mettre en place les outils pour aller vers moins d'émissions de gaz à effet de serre et vers ces 2 degrés. Ce que souhaite le secteur économique, c'est un accord ambitieux. Ambitieux parce que on a besoin de cadre, on a besoin de visibilité. Nous sommes particulièrement une entreprise qui sommes sur des activités long terme, donc on a besoin d'un cadre, d'orientation qu'on comprend, par rapport à pas du tout de cadre et pas du tout d'orientation, et quelque chose qui n'est pas cadré. Un sujet important pour nous, c'est le prix du CO2. Alors ça, c'est très très concret. Donc c'est pour ça qu'on lobby beaucoup de manière générale partout dans le monde, donc notamment avec la Banque mondiale pour avoir des mécanismes de prix partout dans le monde. Et puis en Europe pour avoir un niveau de prix suffisant, particulièrement parce que ce mécanisme existe en Europe, mais le marché actuellement ne donne pas un prix qui est suffisamment significatif pour aller vers cette transition-là. Donc ce prix du CO2, c'est important parce que
concrètement, dans une entreprise comme la nôtre, c'est toujours une centrale qui émet des gaz à effet de serre qui sera plus rentable économiquement qu'une centrale qui n'en émet pas si les externalités ne sont pas valorisées, ne représentent pas un coût pour l'entreprise. Et comme on est dans des marchés compétitifs, dans le monde entier, on a vraiment besoin de ce prix-là, et ça serait bien que l'accord prévoie des incitations, des mécanismes pour aller vers des prix de manière générale dans le monde. Voilà, donc on est très content de ce dialogue parce que c'est aussi la dynamique qui est importante et ce dialogue entre les différents intervenants. Le 2 degrés, c'est vraiment ce qu'il faut viser. J'entends ce que Marine a dit et c'est vraiment ce qui parce qu'au-delà de 2 degrés, la machine climatique s'emballe, donc il faut vraiment qu'on vise ça. Et le prix du CO2 est encore un sujet important. Alors après, pour nous, c'est beaucoup de réflexions sur des paradigmes, beaucoup de ruptures derrière qui s'enclenchent dans les différentes entreprises, sur différents business models, sur des solutions. Vous parliez de solutions, oui, on les a évidemment. Elles sont disponibles, les solutions, elles existent déjà. Mais pour aller mettre en place cette transition énergétique dans les pays développés et pour aller directement vers du décarboné dans les pays émergents et pays en développement, ça remet au cœur de la question, puisque dans ces négociations climatiques, il y a la question, pour simplifier, nord-sud, et ça remet au cœur de la question pour nous, énergéticiens, l'accès à l'énergie, qui est vraiment une thématique importante pour nous. Alors justement, pour rebondir sur ce que disait Jean-Louis Borloo tout à l'heure, vous êtes un acteur global, si vous n'êtes pas éventuellement représenté dans tous les pays du monde, mais presque. Du coup, votre vision, quand on est un acteur global par rapport à ces enjeux du climat, est-ce que la juste répartition et la juste implication des différents acteurs, ceux qui sont les bons élèves et ceux qui sont les mauvais élèves, vous pouvez jouer un rôle en tant qu'acteur économique pour aider à cela? Ce n'est pas nous qui allons fixer les règles du jeu, ça c'est l'accord qui va fixer les règles du jeu, mais ça me semble une bonne idée d'être par rapport à une moyenne d'émissions et d'être dans des raisonnements comme cela. Par rapport aux pays les plus émetteurs et par rapport aux pays les moins émetteurs. Il faut quelque chose d'équitable, tout en permettant le développement des pays qui n'ont pas notre niveau de développement. Donc évidemment, oui, il faut réfléchir à ce type de mécanisme, oui. Merci pour la vision d'un grand acteur énergétique. Je vais me tourner vers votre voisin, William Theissen. Vous êtes directeur du développement d'EcoAct. Alors juste parce que peut-être un certain nombre de personnes ici ne connaissent pas EcoAct, donc en 2 mots, EcoAct, quelle est votre activité et pourquoi vous êtes si impliqué dans les questions relatives au climat? So I as well will speak in solidarity with my Anglophone partner in English. So actually EcoAct is a consultancy based in Paris, but we're present internationally, and we actually work with the private sector and the public sector in kind of defining their environmental strategy and reducing their carbon footprints. So we worked across multiple sectors, logistics, energy, cosmetics, etc. We work really across all sectors. We also work with municipalities, local governments, and different initiatives by the European Commission. So at the base, we're looking to measure, reduce, and offset emissions and the strategy behind it. But we also wear another hat because we're actually also a project developer. We actually have a cook stove program in Kenya with about 30 employees in Kenya through a partner. So for us, we're actually working with many different stakeholders, and actually in my career, I've worked with the hat of the project developer, who's kind of received a lot of the funding thanks to the Clean Development Mechanism. I've also worked with a lot of the companies who are now starting to really embrace carbon offsetting and carbon reduction initiatives, and I've also worked with a lot of the public sector who's looking to find ways to encourage involvement and encourage new initiatives in the private sector. Alors, du coup, EcoAct a une vision assez générale
de l'évolution des comportements des entreprises dans les différents secteurs que vous avez mentionnés. Est-ce que vous, avec ce rôle central, vous avez le sentiment que les choses sont en train de bouger, que finalement des solutions, elles sont là, elles sont relativement faciles à mettre en œuvre et elles n'ont pas des impacts économiques et financiers trop lourds pour les entreprises et que, in fine, on pourrait avoir des résultats importants et rapidement? It's interesting. I mean, with COP21, I mean, I've never seen this kind of mobilization. I mean, really, a lot of actors are getting on board this year, and it's not just in France, it's globally. I mean, I've been working in carbon and carbon finance for the past 10 years, and there was kind of a period where everybody was on board. They just wanted to kind of take part in carbon reduction initiatives, and then they were worried that it was too much of greenwashing, and then now they're kind of back and saying, no, now we understand the mechanism. We understand that it's an incentive for us to reduce our emissions, but also a way to contribute to clean development in the developing world. And so now they've really started to embrace it and kind of look at new and innovative ways to integrate carbon reduction strategies. So for me, for COP21 and for EcoAct in general, I mean, we've just seen a lot of companies in the private sector really start to look at new ways to kind of engage into this mechanism. So this is a little bit what's going on the side. It's not in the compliance market. It's in the voluntary market, but the voluntary market last year was responsible for 87 million tons of reduction in 2014. So it's not just, and I mean the value is with carbon reduction, financing carbon reducing projects in the developing world was at $395 million, I believe. So it's, I mean, there's a lot going on, and what I really want to see with COP21 is that we don't start from scratch, and that we're not starting, we have a great base from which to build off of. In particular, because with the flexible mechanism, with the clean development mechanism, because I mean, as a project developer, I saw how this really benefited innovation and encouraged clean energy projects when I was based in Southeast Asia, and again when I was based in West Africa. That this was a results-based way to finance these innovative projects and to get in a transparent way and in a long-term way. But it was also, a great way on the other side for the private sector to start taking responsibility, and also because like companies like Engie, they're globally present, to kind of engage on a global level to encourage clean development on a global level. Alors, vous êtes tous les deux des acteurs économiques. Quel message vous avez envie d'envoyer à tous les politiques, les représentants politiques qui seront à Paris à la fin de l'année pour effectivement promouvoir les bonnes solutions et aller peut-être un peu plus vite que ce que l'on espère? The message I want to send to I guess, I mean, for me, it would just be, communication. I mean, we have a great panel. I mean, I'm kind of very impressed by this panel. But we have really the representatives from all the stakeholders, and Luc Jacquet in particular. I mean, he's sensible. He's engaging the general population in an issue that's extremely important. And until the population's engaged, fully engaged and understands what's at stake and the mechanisms that are in place, that will move the political arena. So I guess what's important for the governments to do is just really easily and clearly communicate what are the impacts and what is at stake, and I think they're doing that, and I think it's progressing. The ways they're communicating what's at stake and the different mechanisms that are at stake for the COP21. I think a lot of that is happening, but it just needs to be. You need to include all stakeholders. There was actually an interesting satirical article in the New Yorker a couple months during the drought of
in California, and it said, you know, Americans are starting to worry about climate change now that it affects their lawns. And in the article, it kind of described how polar bears, they understood that polar bears would be destroyed, but not our precious lawns. And that's really what needs to be done, is just like bringing these issues, even though the domestic initiatives are important and domestic objectives are important. This is a global problem. What happens in West Africa, what happens in Southeast Asia affects us globally, and it really, we really need to bring that home and into people's lawns so they just understand that we all need to work together to solve this problem. Madame Chassagnette. Comme le disait Marie-Hélène, il y aura entre 35 000 et 40 000 personnes pour la COP, avec une attention médiatique particulière. Donc je trouve que c'est assez bien organisé, c'est-à-dire la participation des entreprises pour mettre en avant les différentes solutions. Donc il y a des espaces qui sont réservés à ça, donc ça c'est très positif. Et puis l'organisation du Bourget lui-même, qui, vous en parleriez mieux que moi, mais qui est compatible avec cet aspect climat, et tout est bien étudié sur l'aspect logistique. Et justement, les entreprises sont engagées, dont la mienne, sur ces thématiques-là, et c'est important de mettre en avant, parce que ces solutions, elles sont présentes, elles existent, donc il faut les faire connaître. Madame Drummond, 40 000 participants, il y aura également beaucoup de représentants de la société civile. La société civile, les ONG, ont évidemment aussi un rôle à jouer dans ce combat collectif pour le climat. Quelle est votre vision, vous, de l'implication de la société civile, de ces acteurs? On sent aussi, comme pour les entreprises ou les gouvernements, une forte mobilisation. I think that obviously civil society has an important role to play, and I think it's positive that that role has been ever increasing. I worked as the assistant facilitator to the Economics of Sustainable Development dialogue during Rio+20, and so I facilitated the debates online, and then afterwards during the 4 days of the dialogue within the conference itself, and that was fascinating in that people, we had 60,000 people who accessed the platform and gave recommendations for the governments and for major decision makers, and those recommendations were then voted upon and comments were made to them, and then a little report was made of all of the comments which had been made on each of the dialogues, and that was presented to leaders, and that obviously shows a new level of public engagement, and I think that's a very positive thing. But on the other hand, and I think all initiatives of collaborative governance are to be encouraged, and I think that is the way forward. But on the other hand, there is a sort of what Jonathan Rowson of the RSA in London, he calls stealth denial. There was this vast research that was made in which he said the problem isn't people who are sort of climate skeptics, or who believe all the different kinds of climate skeptics that there may be, or it isn't that people don't care, because whenever we see these reports and then we hear these awful things, which the situation is, that the next step says that we need more public awareness and we need more citizen engagement and we need people to care. But the problem is that this, according to his theory at least, 2/3 of people that he interviewed do care. They're in a situation where they're almost climate change ignorers. They feel that there's nothing that they can do. The fact that they change their light bulbs or that they recycle is just a tokenistic stance, and they're perfectly aware of the situation and they think it's terrible, but they're not willing to do these small things sometimes, not even these small things, or to travel less or not to eat meat, because they feel that while governments haven't taken a stronger position, then their little contribution can't possibly make a change. So I think there are these two things in parallel. Yes, citizens are getting more and more involved, and that is very, very positive, but at the same time, there are limits to awareness.
Luc Jacquet, quand vous entendez les représentants des secteurs économiques, vous avez confiance, on va ensemble, avec le RAID, trouver les solutions et avancer plus vite. C'est un message d'espoir quand même que vous entendez, ou on continue à opposer les acteurs économiques et le reste de la planète sur ces questions-là? On sent qu'il y a quand même une dynamique où tout le monde veut essayer d'avancer dans le bon sens, en préservant les intérêts des uns et des autres, mais en tout cas d'aller dans le bon sens. Bah, moi j'ai encore peur de l'entre-soi là-dedans, quoi. C'est-à-dire que je pense que c'est des valeurs, c'est des notions qui ont beaucoup de mal à passer dans la tête des populations. C'est un problème en plus. Moi j'ai extrêmement peur de la notion de saturation sur cette COP21. On est en train de marteler ces données de plus en plus fort dans la tête des gens, on monte de très très fort. Et je pense qu'il y a une partie d'éveillés, effectivement, tous ces gens qui sont en train de se mobiliser avec leur talent, quel qu'il soit, de toutes les manières. Et puis on a une grosse masse inerte là, non pas inerte par manque de volonté, mais tout simplement écrasée par ces problèmes. C'est difficile à appréhender tout ça. Un simple exemple, tout à l'heure, vous avez cité des chiffres. Moi, je suis incapable de me représenter ce que vous citez là, tout scientifique que je suis, tout sur le terrain que je vais. Ça veut dire quoi plus 0, je suis même incapable de vous citer ces chiffres-là. Sauf que quand je vais à Tahiti tourner, que je vois des gamins de 15 ans qui me disent ben, là où tu es, il y avait une plage, maintenant il n'y en a plus. Et la vraie question, elle est là. Et comment fait-on pour arriver à mobiliser sur la population pour que chacun puisse se prendre en charge? On a eu un Dieu qui s'appelait le progrès. Ce Dieu, il ne marche plus. Il faut en trouver un autre. Je pense qu'on est en quête d'utopie aujourd'hui. Je pense que l'utopie d'un monde plus équilibré, mieux géré, est évidemment quelque chose de positif. Je crois qu'il y a un travail sémantique, un travail philosophique à faire qui est considérable. Et je ne suis pas sûr que ce travail soit fait aujourd'hui. Je ne suis pas sûr qu'on ait les moyens de donner aux gens les moyens de comprendre tout simplement ces valeurs-là. Alors, on espère en tout cas que la COP21 sera l'occasion d'une bonne sensibilisation de l'ensemble des citoyens de France, mais également des autres pays. Nous avons un petit temps pour des questions-réponses, donc n'hésitez pas. Voilà, monsieur. Alors, si vous avez la gentillesse de vous présenter, ça permet de faciliter le dialogue entre vous-même et les intervenants. Voilà, je pense qu'il va y avoir un micro qui va se balader. Ah ben, beaucoup de questions, ça tombe bien. Allez, monsieur, vous vous présentez s'il vous plaît? Bien, Patrice Comte, architecte. Alors, juste une chose importante. Comme il y a beaucoup de questions, faut être bref. Soyez très bref et évitez, vous aurez l'occasion de discuter avec les intervenants, évitez des plaidoyers ou des réactions trop longues. Je préfère avoir des questions qui permettent d'avoir des réponses rapides et ainsi tout le monde pourra poser sa question. Bien sûr. C'est le modèle progressiste qui est remis en cause et ça c'est extrêmement important au niveau de tout ce qui est industrialisation qui doit désormais être le passé. Ma question est très simple, qu'est-ce qui va lui succéder ? Alors là, je ne sais pas si quelqu'un va vouloir répondre. Ah, Jean-Louis Borloo. Oh oui, quand même. Qu'est-ce qui va nous succéder? Voilà, Madame Aubert, merci. Moi, je crois qu'il faut, il n'y a pas de yaka faucon, mais je crois qu'il faut redéfinir ensemble ce qu'est cette notion de progrès. Je ne pense pas non plus qu'il faille jeter à la poubelle tout ce qui s'est fait depuis 50 ans en disant c'est affreux, on a tout pollué, tout détruit, c'est horrible. En même temps, c'est aussi une émancipation pour beaucoup de gens, un accès à un minimum de bien-être qui était inenvisageable encore il y a 50 ans. Enfin, partout dans le monde, les classes moyennes chinoises, brésiliennes, elles ne crachent pas sur le progrès tel qu'on l'évoque aujourd'hui. Donc la question n'est pas d'avoir moins de bien-être, moins d'accès, de tout restreindre, comment dire. Si la lutte contre le réchauffement climatique est perçue justement comme un frein à un espoir, une perspective positive, on n'y arrivera jamais. Donc il faut que cet enjeu climatique
soit aussi le déclencheur d'une vision nouvelle du progrès, mais qui ne sera pas forcément aussi la même partout dans le monde, en fonction des cultures, des régions. Le monde est d'une extrême diversité. Le modèle occidental s'est imposé un peu partout, il continue d'ailleurs à le faire. Et donc il y a un enjeu aussi pour les différentes régions et populations du monde de se réapproprier leur propre avenir, leur propre vision du progrès. Bon, pour la France, qui a une vision très universelle par rapport à cela, qui est très attachée à la Déclaration universelle des droits de l'homme, à l'émancipation, à l'égalité des hommes, des femmes, à la réduction des inégalités sociales, nous en avons une vision universelle, peut-être aussi que, notamment pour cela, que la France peut-être s'est positionnée plus naturellement pour relever ce défi, mais aussi en toute humilité, parce qu'on fera le maximum, mais nous ne sommes pas les seuls en piste. Donc cette notion du progrès, il n'y a pas le mauvais progrès puis le bon progrès qui serait l'objet d'une définition là toute faite. C'est à nous tous, de définir aujourd'hui ce qu'est un bien-être, ce qu'est un progrès, et ce qu'est un progrès surtout partagé, équitable, partout sur la planète, et qui soit compatible avec la préservation de notre environnement global, à commencer par le climat. Alors ça laisse des champs d'exploration. Alors, beaucoup de questions. Alors, on va fixer une règle du jeu, des questions courtes, et puis on va essayer, pardonnez-moi Madame Aubert, d'avoir des réponses très courtes. Je préfère prendre le maximum de questions dans le temps qui nous est imparti. Allez, monsieur. Alors, si vous le souhaitez. Alors, votre question, très courte. Oui, il faudrait quand même que je place le contexte. Mettez bien le micro à côté de votre bouche. Merci, je suis Keyen Dogo de l'ambassade du Cameroun en France. Je voudrais déjà me féliciter de ce que M. Borloo soit là pour le projet qu'il a pour l'Afrique. Je voudrais me féliciter également de la présence de Mme Aubert. Alors, c'est pour dire la chose suivante. Nous avons un projet qui pourrait aider dans le sens de ce que nous recherchons tous. Énergie pour l'Afrique, équilibre du climat. Mais est-ce que ce ne sera pas un autre machin si on ne se met pas véritablement dedans? M. Borloo a déjà dit par le passé qu'il souhaiterait que les Africains eux-mêmes prennent cela en charge. C'est bien, mais comment est-ce qu'on va faire pour obliger les autres, notamment ceux qui polluent et qui continuent donc à investir, comme on l'a dit, en trillions de dollars? Merci. Donc, comment on aide, comment on favorise la présence autour de la table des autres acteurs? Ouais. Qui répond? Oui, allez, 2-3 questions, monsieur. Allez, les 3 ici. Grégoire Nkewa, ancien directeur général de l'environnement du Congo. Copenhague, c'est une promesse de 100 milliards. C'est le Fast Star. 2010, 2011, 2012. Qu'en est-il aujourd'hui? On n'a pas parlé du financement. La Chine, c'est bien, sa contribution prévue, déterminée est connue. Est-ce que c'est la bonne? Parce que nous partons du bas vers le haut, alors qu'on devrait partir du haut vers le bas pour atteindre l'objectif de 2 degrés. Je voulais donc avoir la réaction de Madame la conseillère. Paris, ça ne sera pas la fin, mais les pays africains attendent, les pays du Pacifique, etc. La question de l'adaptation. 100 milliards jusqu'à 2020. La capitalisation, la première, s'est réalisée en novembre à Bonn. On est à 10 milliards de dollars. 10,2 milliards de dollars. Alors, il faut que vous posiez une question, monsieur, s'il vous plaît. L'adaptation jusqu'à 2020 en Afrique, c'est 500 milliards de dollars. Est-ce que, après Paris, après la signature de l'accord, la question du changement climatique sera réglée sans un financement adéquat? Merci. Très bien. On note la question. Allez, on prend les 2 autres questions. Dr. Stanislav Schmele, founder and director of Environment Europe Oxford. I'll be very short. Will the consumption-based emissions discussed as opposed to production-based emissions during this negotiation round? End of question. Thank you. Thank you.
Et une dernière question. Hassanit Saki, directeur de recherche universitaire. Ma question s'adresse en partie à Monsieur le ministre Jean-Louis Borloo, eu égard à ses anciennes responsabilités et expertise de ministre de l'écologie, de ministre de la ville, et comme personnalité très distinguée et très écoutée en France et dans le monde. Et aussi à Madame Marie-Hélène Aubert, en sa qualité aujourd'hui de préparatrice de la COP21. Ma question est toute simple, messieurs, dames. Alors qu'on n'a pas réussi à inverser la courbe du chômage, a-t-on aujourd'hui suffisamment de volonté, de sincérité et surtout de crédibilité pour inverser la courbe du réchauffement climatique? Voilà. Allez. Alors, Madame Aubert, vous n'avez pas la question la plus facile, mais je vais quand même vous donner la parole. Bon, je dirais que c'est facile, hein, voilà, de renvoyer comme ça avec une formule sur la courbe. Bien sûr que c'est difficile, bien sûr que nous sommes tous pris dans des contradictions. Mais moi, je suis fière que mon pays se soit investi pleinement dans ce défi. Vous parliez du Fonds vert. La France a versé sa participation dans un contexte difficile. L'Agence française de développement réoriente ses investissements, ses fonds, ses prêts, ses dons vers le développement durable, la lutte contre le changement climatique. La semaine dernière, nous étions à Lyon avec l'ensemble des territoires, des représentants des territoires de toute la planète, plus de 800 élus locaux, représentants venus du monde entier pour justement tisser des partenariats efficaces, concrets sur tous les aspects que vous avez mentionnés. Bon, donc, oui, qui sommes-nous pour prétendre agir là-dessus? Mais je l'ai dit tout à l'heure, nous ne sommes pas là à bomber le torse en disant qu'on va faire des choses miraculeuses. Mais nous voulons prendre notre part. Nous estimons que c'est notre responsabilité, comme c'est celle de l'ensemble des pays de la planète. Sur les financements, il y a un travail qui se fait. Oui, il y a eu un engagement à Copenhague en 2009. Il y a un travail énorme qui se fait. Ce qui est nouveau aussi, c'est que les ministres de l'économie et des finances sont dans la partie. Michel Sapin travaille beaucoup sur ces questions de financement climat. On essaye et ce sera finalisé, j'en suis sûre, ce programme d'accès à l'énergie, aux énergies renouvelables pour l'Afrique, en fédérant l'ensemble des initiatives, en dynamisant, en rassemblant les fonds qui sont disponibles, parce qu'il y en a, il y a aussi beaucoup de choses qui existent déjà, mais tout ça est dispersé, il faut rassembler, il faut fédérer, il faut faire converger. Donc, et justement, toute cette transition est susceptible de créer aussi de nouveaux emplois, de nouvelles activités. Donc avançons, travaillons ensemble et ne nous renvoyons pas à la figure dès qui vous êtes pour agir. Eh bien nous agissons, moi j'en suis fière. Aidez-nous, participez. Et puis ce type de questions, eh bien on fera les comptes plus tard. Hein. Mais partageons les solutions. Ce qu'il convient de faire, ce n'est pas simple. On vit dans une situation extrêmement complexe et difficile. La volonté, nous l'avons. Mais regardez l'actualité. L'actualité, c'est la zone euro, c'est la Grèce, c'est les flux migratoires, c'est les questions de sécurité, c'est le désarroi hein, par rapport à l'avenir. Les responsables politiques qui sont confrontés à cela aussi. Quand on fait des sondages dans l'opinion publique en demandant aux gens qu'est-ce qui détermine leur vote et leur choix, vous croyez que c'est le climat qu'ils mettent en priorité numéro 1 ? Donc voilà, que chacun regarde aussi ses propres priorités, ses propres comportements. Chacun est conditionné. C'est normal, les gens disent, moi ce qui me préoccupe, c'est mon revenu, c'est mon pouvoir d'achat, c'est mon emploi, c'est la sécurité au quotidien, c'est mon logement, c'est la santé, c'est l'éducation de mes enfants, et c'est totalement légitime et normal. Donc l'enjeu aussi, c'est de faire en sorte que ces grandes questions écologiques qui traversent toutes les autres soient pleinement intégrées dans l'ensemble des politiques. C'est ça l'enjeu. Au départ, il y a 20 ans, bon, je m'emballe un peu, mais ça m'agace. Quand on parlait du changement climatique, ça concernait, on disait c'est des trucs pour les écolos, ça. Voilà, hein, c'est le 1% écolo. C'était ça. Bon, après, avec le rapport Brundtland à 87, le sommet de la Terre, on est passé à autre chose, au développement durable, à une conception déjà plus intégrée, plus transversale. Et puis,
les ministres en charge de l'environnement aussi, et Jean-Louis Borloo est là, mais Madame Royal dirait la même chose, ont pris du galon, je dirais, ont pris aussi des responsabilités plus transversales, plus importantes. Ce ne sont plus des petits ministres dans les gouvernements, donc on progresse. Mais il faut absolument qu'on sorte le climat et l'environnement de sa niche verte. Même si c'est des ministres de l'environnement numéro 2, 3, avec plein de responsabilités. Il faut que nos systèmes économiques, nos politiques économiques, nos politiques sociales intègrent ces enjeux-là. Et ça, on n'y est pas encore. D'accord. Donc il faut y travailler, on y travaille, mais aidez-nous. Monsieur Borloo, il y avait une question sur l'Afrique et notamment les financements. Rapidement, hein, bien sûr. Oui, mais excusez-moi, c'est vital. Voilà. Il y a un risque qu'en décembre, un certain nombre de pays victimes disent « vous vous foutez de notre gueule depuis 10, 15 ou 20 ans ». Bon. Voilà, ça, c'est même écrit. Et vraiment, que Mme Aubert ne le prenne pas du tout pour l'instant de gouvernement de la France, je parle de la décennie. On raconte des blagues. Ce n'est même pas vrai qu'il y a 10 milliards, je suis navré, sur le Climate Fund. Ce n'est pas vrai. Il y a eu une panique il y a 4 mois. Il y a 4 mois, on a réalisé qu'il n'y avait que 127 millions de dollars pour toute l'humanité sur la transition, dont 90 avaient déjà été utilisés en billets d'avion, en nuit d'hôtel et en fonctionnement à Séoul. C'est ça la réalité. Alors la question, c'est pas maintenant de pleurnicher sur le passé. Alors on fait du window dressing, on réunit les banques de développement en disant on va rendre vert les prêts antérieurs qu'on a fait. Bref, à partir du moment où il n'y a pas des engagements clairs sur pourquoi faire, au profit de qui et payable par qui, ça s'appelle le multilatéralisme. Et même pendant cette période, l'aide classique au développement subsaharien en Europe a été considérablement réduite depuis 2 ans. Alors, il ne s'agit pas maintenant de se culpabiliser. La question, pour moi, est assez simple. Et je suis sûr que le gouvernement français va réussir. Nous avons un continent qui peut être en 7 ou 8 ans le continent de la croissance mondiale, le premier continent soutenable de l'histoire de l'humanité. Un continent dont l'énergie sera quasi intégralement durable. Un continent qui va passer de 1 à 2 milliards de personnes, qui va enfin avoir de la démocratie parce qu'il va enfin avoir de la lumière. Un continent où les femmes vont se libérer, où l'énergie va permettre l'éducation, la santé, le développement des services, de l'industrie, bref, un continent extraordinaire. Et bien pour faire ça, mes amis, on sait exactement combien ça coûte et ce qu'il faut faire. La méthode, c'est une agence de gouvernance africaine. Tout système où le, entre guillemets, donateur est autant décideur que le bénéficiaire est un système par définition autobloquant. 2, il faut que ce soit traçable. Donc un objectif unique et totalement identifié, l'énergie renouvelable. Troisièmement, il faut évidemment que les pays émetteurs de CO2, vous savez pourquoi on va le faire finalement? L'Europe, la péninsule arabique et accessoirement les États-Unis. On va le faire à cause de l'immigration. C'est ça la réalité. Mais peu importe si c'est une bonne ou une mauvaise raison, la convergence entre le risque de déstabilisation du continent africain et les enjeux climatiques et de développement durable, qu'on ait enfin un beau projet tous ensemble. Mais c'est un projet extraordinaire qui est devant nous, en y incluant le Bangladesh et quelques autres pays vulnérables. C'est-à-dire qu'on peut, d'ici décembre à Paris, moi j'ai une grande confiance dans la façon dont c'est maîtrisé en France, on peut avoir un accord de financement pour faire en 8 ou 10 ans de ce continent la plus grande croissance du monde, la plus équilibrée sur le territoire, celle qui va permettre une vraie autosuffisance, une suffisance alimentaire, qui va permettre une réduction des risques de tension, en tous les cas une marche vers la paix. Bref, c'est ce qui est devant nous à Paris. Je ne crois pas beaucoup à tout le reste, pour être très honnête. Mais ça,
Je suis convaincu qu'on peut y arriver. Et comme c'est en Europe et en France, et cette France qui est culturellement ouverte et africaine, je suis sûr qu'on va y parvenir. Alors, est-ce que les autres intervenants avaient quelque chose à rajouter par rapport aux questions qui ont été posées là? Est-ce qu'il y avait un point particulier? Alors, une autre série de questions. On prend 4 questions. Et je vais demander à mes interlocuteurs d'être encore plus courts dans leurs réponses pour donner, si vous voyez, il y a beaucoup de questions et il nous reste moins de 15 minutes. Vous vous présentez, s'il vous plaît. Une question, juste une question. Bonjour, Roxane Grioche, je suis journaliste. Vous avez tous parlé de prise de conscience. On était à Rio il y a 3 ans, on en attendait beaucoup, il ne s'est toujours rien passé. Alors moi j'aime plutôt dire qu'on n'a plus de prise sur notre conscience. Est-ce que la COP21 ce sera ça? Merci. Qui répond? Là, derrière. Et le micro. C'est ma question. Karijata Diallo. Alors, je suis, on va dire, en griffe profane dans tout ça. Mais seulement ce que j'avais envie de dire, c'est s'adresser à M. Borloo. Je pense qu'il a abordé 3 points. Donc, les 3 points, créer une agence de gouvernance africaine, les énergies renouvelables et surtout l'immigration. Je voudrais juste dire que pour moi, les énergies en Afrique vont permettre de réduire considérablement l'immigration. Parce qu'au moins, on aura la lumière. Si on a la lumière, on aura Internet. Si on a Internet, on aura l'information. Et si on a l'information, on saura que l'Europe et les autres pays ne sont pas forcément le Eldorado et que chez nous-mêmes, on peut créer des emplois et on peut retenir nos jeunes. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, je sais qu'il y a des décharges. Madame, dans mon pardonnez-moi, il y a encore beaucoup de questions. Et oui, je termine simplement. Je voulais juste savoir quelle est concrètement l'action qui est menée pour pouvoir transformer tous ces déchets-là qui sont dans nos pays. Voilà, je vous remercie. Merci. Une question. Bonjour, Élise Rébeux de Conservation Internationale Europe. Le texte actuel de négociation se concentre essentiellement sur des solutions hautement techniques face au changement climatique et il ne prend pas en compte ce qui pourrait peut-être pourtant constituer une des clés du succès et qui résiderait dans une gestion plus durable des écosystèmes. Monsieur Borloo a souligné que les forêts tropicales, par exemple, constituent des formidables puits de carbone stockant plus de 30% des émissions. Elles fournissent de plus des clés essentielles aux populations locales pour l'adaptation au changement climatique et elles sont pourtant détruites à un rythme inacceptable. Alors pourrait-on imaginer une reconnaissance accrue de la valeur des écosystèmes au sein des contributions nationales, mais aussi au sein de l'accord de Paris en tant qu'opportunité unique de coopération? Merci. Monsieur. Merci, bonjour. Denis Guibard, j'ai passé quelques années dans l'industrie. Depuis 7 mois, je dirige ce qu'on appelle en France une grande école. Et une grande école, ça travaille avec des étudiants, puis il y a d'autres écoles qui sont plus jeunes. Et dans tout ce qu'on a discuté là, je n'ai pas trop vu ce qui est la finalité même du développement durable, les générations futures. Qu'est-ce qu'on fait avec ces générations futures, y compris dans la préparation de la COP, et comment on utilise ces générations futures comme un effet de levier pour la COP? Merci. Allez, une dernière prise de parole, monsieur. I just informed the body that I'm a farmer from the Philippines. I was a victim of climate change. I'm representing more than almost 20,000 people died in just 4 hours because of Typhoon Haiyan. And we are talking a lot about technical aspect. But I think there's no technical solutions if we did not change our attitude regarding climate change. And climate change, when we ask the panel and all the debaters on the climate change, do we answer the right questions on climate change? We are crying for justice, for climate justice. Every day in my farm, I'm facing climate impact. No seeds, no water, strong typhoon, 24 typhoons a year. But I heard pledges.
I heard a lot of things, but no one say that climate is this era of crimes. We want justice. We want justice. Just 2 years ago. Thank you. Remember. Alors, est-ce qu'il y a un commentaire d'entre vous sur ces différentes interventions, plus que des questions d'ailleurs? Pas de commentaires particuliers? Alors, d'autres prises de parole? Moi, je voudrais juste rebondir sur la notion des générations futures. Je pense qu'effectivement, là, il y a un désarroi immense. Je crois qu'il faut donner des clés. Vous êtes responsable d'école, c'est évidemment quelque chose qui, à mon sens, est essentiel. Je crois que c'est une responsabilité morale indispensable que d'amener les jeunes à comprendre ce qui se passe et leur donner les clés pour agir, mais surtout, je crois, les motiver. Arrêter de les faire vivre avec cette chape de plomb qu'on est en train de leur mettre sur la tête pour arriver à leur donner, d'une certaine manière, l'envie de rebondir, de créer et d'innover. Et ça, à mon sens, c'est absolument essentiel. Question. Madame, ici. Vous vous présentez, madame, et vous posez votre question. Oui, la princesse Yav Marilyn de la RDC, du bassin du Congo. En fait, la question va résumer ce qu'il a dit. À quand est-ce qu'il est prévu de créer un tribunal pénal pour crimes écologiques par rapport à tous ces grands pollueurs qui ne font pas avancer la lutte contre le réchauffement climatique? Parce que toutes ces négociations qui coûtent très cher, mais continuent à tuer et décimer des populations, des civilisations, y compris des forêts. Donc... Tribunal pénal international. Il y a effectivement eu des questions aussi sur la forêt, le rôle de la forêt. Depuis presque le départ, la forêt est partie prenante de la négociation climatique à travers différents types de mécanismes pour freiner la déforestation et préserver justement l'absorption du carbone que représentent aussi les forêts, et préserver les forêts primaires aussi tout simplement qui connaissent encore aujourd'hui une destruction très, très rapide malheureusement. Donc comment aller plus loin? Mais il y a d'autres sujets, je pense par exemple à l'océan. L'océan n'est pas partie prenante, n'est pas un sujet traité dans le cadre de la négociation. Mais néanmoins, le GIEC vient de rendre un gros travail sur océan et climat. Des plateformes se sont constituées entre les scientifiques, différents partenaires, des ONG, des entreprises, financeurs, que sais-je, qui se sont rassemblés pour justement faire pression pour que la question de l'océan, alors je ne réponds pas à votre question, mais c'est directement sur la forêt, pour que l'océan soit bien présent aussi. Alors, la difficulté qu'on a par rapport à ça, c'est que, à l'évidence, si on veut traiter la question climatique, il faut traiter toutes les autres. Et souvent, je dis à mes interlocuteurs, mais le problème, c'est que la COP21, c'est pas Rio plus 23. C'est pas une conférence où on va négocier, traiter tous les sujets à la fois. En revanche, c'est une opportunité majeure pour que des acteurs qui jusque-là se côtoyaient peu, et je peux en témoigner, tous les jours il y a des gens qui se rencontrent, qui agissent ensemble et qui il y a quelques mois ignoraient l'existence les uns des autres. C'est une occasion formidable pour que ces acteurs se réunissent, agissent ensemble, fassent pression sur les bons leviers de décision, obtiennent les financements et ça progresse. Donc il y a effectivement le texte de la négociation climatique lui-même qui est ce qu'il est, avec ses différents tiroirs, l'ambition, la place de l'adaptation, les financements, les mécanismes de vérification et de contrôle, etc. Alors on peut dire c'est pas bien, il faut faire autre chose, peut-être, mais pour l'instant c'est ce qu'il y a sur la table. Et pour faire autre chose, il faudrait qu'il y ait une majorité de pays qui veuillent faire autre chose. Or, justement, les pays en développement en particulier, les plus impactés, et c'est normal, sont très attachés aussi à ce processus et à ce qu'on traite ces différents aspects de la question sérieusement. C'est ce que nous efforçons de faire avec tous les partenaires qui veulent progresser. Donc il n'y a pas...
il n'y a pas d'un côté des chefs d'État ou des politiques qui seraient par définition aveugles, lâches et faibles, et puis de l'autre côté une société qui ne rêverait que d'écologie et de développement durable et de préservation de la nature et de la planète. Non, les responsabilités là aussi sont communes et différenciées, mais notre société est beaucoup plus complexe que cela. Donc pour revenir sur votre question, je pense effectivement qu'il faut aller plus loin sur la forêt. J'ai du mal à entendre depuis 92, depuis 2012, il ne s'est rien passé. C'est pas vrai. C'est pas vrai qu'il ne se passe rien. Peut-être qu'on n'en parle pas assez, peut-être que ça ne va pas assez loin, peut-être que les relais ne sont pas suffisants, mais ce n'est pas vrai qu'il ne se passe rien. Dans tous les pays de la planète, allez simplement consulter les initiatives des uns ou des autres partout dans le monde. J'ai parlé du climat sur les territoires la semaine dernière. Il y a des réseaux de villes, de territoires, de régions qui sont extrêmement dynamiques sur ce sujet avec des résultats très concrets. On parlait des scientifiques ce matin, allez voir tout ce qui se fait de partenariat entre les scientifiques, aussi qui s'ouvrent vers l'ensemble de la société et qui ont compris qu'ils ne peuvent pas garder ce savoir scientifique, il faut le faire comprendre, il faut le rendre accessible, il faut faciliter. Donc il y a plein de choses qui se passent et moi je ne veux pas aller dans ce discours qu'on entend beaucoup, alors que je comprends, hein, il y a une forme de désespérance, une forme de désarroi, mais il y a plein de petites fougères qui percent le béton et à mon avis qui vont donner aussi des belles forêts pour demain. D'accord. Madame Drumont va apporter un commentaire. Je voudrais que vous répondiez à la question de monsieur sur la place, on va dire pour simplifier, du monde enseignant et justement pour la place des générations futures. Quelle sera la place justement des Alors centres d'abord, la place, ils la prennent. Hein, c'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir à l'esprit qu'il y a une espèce d'organisation là-haut, qui décide qu'on va s'occuper de telle catégorie de la population, et puis de telle autre, et puis de tel sujet. Non, ce sont les acteurs eux-mêmes qui se mobilisent. Les jeunes, ils ne nous ont pas attendus. Les organisations de jeunesse, elles sont déjà très actives, très présentes. Elles s'agitent, elles se rebellent, elles créent, elles inventent, elles proposent. Donc il y aura une grande conférence de la jeunesse juste avant la COP qui se prépare, la fameuse COI, Conference of Youth, avec plus de 5000 participants venus du monde entier. Le monde étudiant aussi est très mobilisé et puis la jeunesse aussi se mobilise dans des thématiques particulières qui la passionnent. Elle se mobilise aussi à travers des expressions artistiques de toutes sortes. Enfin, il y a une multitude d'initiatives. Donc la jeunesse, elle a toute sa place. Et les jeunes eux-mêmes proposent des tas de choses aujourd'hui, d'abord dans leur propre pays également. C'est aussi dans il faut voir, on parlait du continent africain, ce sera de loin le continent le plus jeune aussi dans les années qui viennent. Donc cette jeunesse-là, eh bien, elle s'emploie, elle crée, elle est active, il faut lui donner des débouchés et pas des impasses. Un commentaire en cours? Oui, un très court commentaire là parce que vous avez surligné les deux points que je voulais réagir sur. Le premier étant la question là si la COP21 ne sera qu'une prise de conscience. Et enfin, tout d'abord, moi je pense qu'en 2012, ce n'était pas. On a eu des résultats et un des résultats, c'est par exemple les 17 objectifs de développement durable qu'on a eus et qui ont été discutés par les États et qui sont là. Ils ont des moyens d'implémentation, ils ont des politiques publiques qui y sont attachées. Ça a été très très bien fait. Peut-être ce n'est pas idéal, mais c'est quand même quelque chose. On a des résultats concrets qui sont sortis de Rio+20. Et puis sinon aussi sur la jeunesse, vous avez dit qu'est-ce qu'on fait avec les générations futures, mais les générations futures, elles sont là. Enfin, les jeunes, ils bougent. Les enfants de 2-3 ans, ils savent déjà utiliser un smartphone. La manière par laquelle on vit le monde aujourd'hui change dramatiquement. Et donc, il est totalement imaginable que dans 5 voire 10 ans, on ait des mécanismes de collaboration gouvernementale qui prennent en compte les désirs et les vouloirs des personnes, des enfants même. Un mot complémentaire. Oui, juste un mot pour compléter. Je pense que nous avons une sacrée responsabilité vis-à-vis des jeunes. Ici, nous sommes la première génération qui a
toutes les informations sur le changement climatique et la dernière qui peut agir efficacement. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Alors, c'est l'heure malheureusement de conclure ce workshop. Merci à tous. On va se livrer juste un petit exercice. Comme vous avez vu, le titre de cette conférence est « What will make COP21 a success ?» Donc, je vais vous demander à chacun d'entre vous, et Luc Jacquet conclura, en un mot, ce qui résumerait le fait que COP21 soit un succès. Un mot. Allez. I'll use 3 words. Alors on lui en donne un, il en prend 3. The U.S. signs and ratifies a new international protocol. So U.S. signs and ratifies. Merci. Ambition. Ambition. Madame Aubert. Action. Action. Madame Drummond. De la valeur juridique. Voilà, legally binding, c'est la valeur juridique, ça. Oui. Qu'on arrête de faire de la com. Qu'on arrête de faire de la com. D'accord. Et qu'on agisse. Donc action. Merci. Parfait. Merci à tous. Merci Marie-Hélène Aubert. Merci Jean-Louis Borloo, même s'il nous a quittés. Merci Anne Chassagnette, Marina Drummond, Luc Jacquet, William Thessen. Je pense que cette table ronde a été intéressante. Merci à l'ensemble des participants et bonne suite dans la Global Conférence.